thématique, c'était pitch et storytelling, se présenter en entretien. Donc, je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous présentez, comme tant d'autres, des problèmes pour valoriser votre parcours, votre projet, pour mettre en avant ce que vous voulez mettre en avant, et parfois ne pas trop montrer ce que vous voudriez ne pas montrer directement. Mais on va en parler. Je parle de pitch et storytelling parce que je suis une fanat d'improvisation théâtrale et j'utilise l'impro pour faire de la formation en communication orale. J'ai fondé un organisme qui s'appelle la Désimpro, qui est un organisme de formation en communication et qui se base sur des outils un petit peu pédagogiques, artistiques, pour faire parler les gens. Pourquoi? Parce qu'on est parti du principe que si vous n'aimiez pas faire de la communication orale, si vous refiliez ça un petit peu comme une patate chaude, comme à une réunion où vous savez que vous devez parler bientôt, vous faites votre prise de parole, vous vous rasseyez, vous dites c'est bon, je suis tranquille, c'est plus à moi, c'est à tous les autres, et bien c'est quand même plutôt dommage. Et ça vient du fait que généralement, on n'a pas appris, à l'école en tout cas, de techniques de communication orale. Donc comme on n'a pas les techniques, et ben on ne pratique pas, et comme on ne pratique pas, et ben on n'aime pas. Et c'est exactement comme un sport. Dans un sport, quand vous commencez à aimer un sport, vous commencez à le pratiquer, du coup vous devenez meilleur, vous acquérez de nouvelles techniques de plus en plus, donc vous pratiquez encore plus, jusqu'à connaître véritablement du plaisir dans votre sport. Et bien en communication orale, c'est exactement la même chose, sauf que comme je vous ai dit, vu qu'on n'a ni la technique, ni la pratique, et bien pour l'instant on n'a pas le plaisir. Donc l'idée de cette conférence, c'est de vous apporter une partie de technique, d'espérer que ça va initier la pratique chez vous, mais ça c'est à vous ensuite à le lancer, pour peut-être avoir le plaisir de goûter à la prise de parole, comme ça devait être. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en entretien, on va rester sur l'entretien d'embauche, on vise l'exemple, mais ça peut concerner, vu qu'on est dans l'univers salariat, tout type d'entretien annuel, individuel, avec votre manager ou avec votre subordonné. Qu'est-ce qui se passe dans un entretien? Dans un entretien, vous êtes dans une pièce fermée en général, avec en face de vous une, deux, trois personnes, à qui vous avez la possibilité de raconter votre vie. Globalement, il y a deux personnes qui sont là, toutes oui, pour écouter ce que vous avez à dire. Ça devrait être le moment le plus agréable de votre journée. Vous avez deux personnes qui n'ont rien d'autre à faire que d'écouter votre vie. C'est génial, ça devrait être, tout le monde devrait adorer les entretiens d'embauche. C'est un moment où on va simplement parler de soi. Et normalement, parler de vous, c'est facile, parce que vous vous connaissez. Normalement. Alors, si ce n'est pas le cas, on va reprendre tout depuis le début. Et moi, je vais vous parler de deux notions que j'applique plutôt pour les start-upers. Parce que j'ai l'habitude de travailler avec des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que justement, ils doivent pitcher en permanence. Pitcher, c'est se présenter rapidement. Et ils doivent convaincre très rapidement des investisseurs, ils doivent faire des levées de fonds. Dès qu'ils ont lancé leur projet, la suite, c'est parler, 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 en faire parler, connaître, reconnaître, etc. Du coup, avec ces entrepreneurs, on parle effectivement de pitch, de cette petite présentation assez dynamique, assez brève, qui donne envie et sur laquelle on retient quelques mots. Avec le mot pitch, on entend aussi parfois ce mot storytelling, qu'on entend un peu à toutes les sauces, dans le monde de l'entreprise, il faut que tu fasses un storytelling, il faut que tu racontes ton histoire. Bon. Et l'idée, c'est de détourner cet outil, ce storytelling, cet art de faire du conte, pour se l'approprier. Et simplement, l'idée à retenir, c'est que le storytelling, c'est mettre un peu de perso dans du pro. Pourquoi un entretien devrait nécessairement être enquiquinant? Pourquoi on devrait nécessairement se présenter en étant bien sous tout rapport? Oui, effectivement, j'ai eu des expériences très intéressantes, j'ai commencé, j'ai fait 10 ans dans ça, j'ai fait 10 ans dans ci. C'est pas un interrogatoire. Je vais le répéter tout au long de la conférence, mais vous êtes en face d'un être humain. Et l'être humain, comme vous, il a envie de passer un bon moment. Il n'a pas envie de passer 1 heure à vous écouter, dire ce qu'il y a sur votre CV, puisqu'il l'a peut-être lu. Et ça ne va pas vraiment l'intéresser, et vous savez quoi, ça ne va pas vous intéresser non plus. Donc comment on peut redonner un petit peu d'intérêt à cet échange en se présentant d'une autre façon que ce qu'on a l'habitude de faire? Alors, moi je vais vous expliquer un petit peu tout ça avec une espèce d'équation. En fait, petite parenthèse, quand je vous dis se présenter autrement que ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on a l'habitude de faire le plus souvent, c'est se présenter de manière chronologique ou anti-chronologique.
va dire, j'ai commencé par faire telles études, puis ensuite j'ai rejoint tel organisme, puis ensuite je suis partie faire 1 an en Australie, et puis ensuite je suis partie faire ça. On va donner les différents segments de sa vie. Vous allez voir quand je vais expliquer ce que c'est que le storytelling, c'est juste l'opposé qu'il faut faire. Il faut juste arrêter de raconter cette partie-là. Je vais vous expliquer du coup ce qu'il faut raconter. Alors, je vous montre une petite fiche, je sais que personne ne peut la voir, mais ce n'est pas intéressant de la montrer là non plus. C'est juste pour vous dire que si vous la voulez, on en parlera après, je pourrais vous l'envoyer. Ok ? Sur cette petite fiche, j'ai écrit en haut une équation. J'ai écrit pitch est égal à storytelling plus développement plus call to action. Petite équation. C'est-à-dire que dans un pitch de 3 minutes, admettons, mais ça peut être une heure, on aurait effectivement une partie de storytelling, je raconte ma petite histoire, une partie de développement, ce que j'appelle les options à tiroir, je vais vous développer tout ça, et une partie de call to action, rendre l'autre acteur. Bon, une fois que ça c'est dit, on en fait quoi? Alors, je vous propose de prendre les 3 parties, je vais vous les expliquer les 3, pour voir si à la fin, on comprend bien toute l'équation, et si tout est clair pour... Ok, maintenant, je me présenterai de cette manière-là, à l'avenir, je vais essayer de faire différemment. Alors, sur la partie storytelling, comme je vous disais, l'idée c'est de faire passer un bon moment à votre interlocuteur. Donc, de lui raconter ce qui l'intéresse, et puis en plus ce qui vous intéresse aussi. Et là, je vais vous expliquer ce qui est intéressant dans votre parcours. C'est-à-dire, nous avons tous, un fil rouge, qui est le fil rouge de notre vie, dans lequel il y a plusieurs segments. Il va y avoir un premier segment, votre lycée, admettons qu'on part de là. Un deuxième segment, votre prépa, votre université, votre IUT, votre BTS, que sais-je. Un troisième, mais peut-être n'y est-il pas, peut-être une école de commerce, une école d'ingénieur, toujours l'université. Peut-être qu'ensuite vous allez avoir une partie qui va être, soit vous partez en doctorat, mais peut-être que vous êtes parti faire 1 an à l'étranger. Voilà. Une partie qui va être votre premier emploi. À la suite du premier emploi, il y a en général la première déception professionnelle. Et en général, le deuxième emploi qui colle un petit peu mieux. Du coup, mauvaise nouvelle, votre parcours n'a rien d'original. Nous sommes tous passés par ces étapes. Et je ne veux plus entendre, oui voilà, moi j'ai un parcours un peu atypique. Nous avons tous un parcours atypique, sinon nous ne serions pas là. Nous avons tous un parcours atypique. Tous. Et nous avons tous fait les mêmes choses, mais pas tout à fait de la même façon. Et donc, on imagine avoir ce parcours atypique. Alors, si ces segments de vie ne sont pas les choses intéressantes, si le fait que vous ayez fait, on va passer directement dans la vie active, votre premier emploi en contrôle qualité chez Nestlé, ensuite que vous avez été manager chez Danone, on va prendre des associés, si vous nous racontez ça, qu'est-ce que vous avez fait pour faire contrôle qualité chez Nestlé? Je raconte ça, mais alors ça pourrait être n'importe quoi. J'ai fait un début d'agronomie, c'est pour ça que vous avez fait la même chose que tout le monde qui est tombé là-dedans, c'est-à-dire effectivement un peu d'agronomie, alors une école d'agro, un UT de bio, j'en sais rien, vous avez fait ça. Et puis qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période de métier, pendant le métier que vous avez vécu? Pas la même chose que tous les gens qui ont fait contrôle qualité chez Nestlé, ou qui ont fait peu importe votre métier. Vous faites forcément la même chose que ce métier pour vous et pour vos prédécesseurs et pour ceux qui suivront. Alors, si c'est pas ça qui est intéressant, c'est quoi? Il reste quoi du coup? Il reste quoi du coup si on raconte pas tout ça? Eh bien, il reste le pourquoi. Il reste le pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est pas que vous ayez fait tel métier, vous l'avez fait comme des milliers l'ont fait. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi vous avez choisi de le faire. Parce que cette prise de décision est la seule chose qui est unique dans votre parcours. Ce qui est intéressant, c'est pas que vous avez fait telle prépa ou telle université, c'est pourquoi vous avez choisi cette prépa ou cette université. Ce qui est intéressant, c'est pas le stage que vous avez fait, c'est pourquoi ce stage. Et je dis ça parce que du coup, on va me dire, oh oui, non, mais le stage que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'est le seul qui m'a accepté. Ah oui, mais on pouvait toujours le refuser. Pourquoi vous l'avez pris? Par facilité. Pourquoi la facilité était importante à ce moment-là? Il y a toujours un pourquoi. Et là, en fait, vous allez voir, je suis dans les frontières du développement personnel, puisque du coup, là, on est sur le questionnement de soi-même. Pourquoi j'en suis arrivée là? Vous pouvez répondre, parce que ça payait bien. D'accord. Pourquoi est-ce que tu avais besoin que ce soit bien payé à ce moment-là? Qu'est-ce qui, dans ta vie, justifiait qu'il fallait de l'argent à ce moment-là? Donc là, on chemine un petit peu, vous le donnez ou pas cette information. Mais ce qu'il faut, c'est que déjà vous l'avoir en tête.
il faut que ce fil rouge dont je vous parle depuis le début, avec les différents segments de vie, espacés par des pourquoi, un pourquoi d'entrée et un pourquoi de sortie, tout le temps. Il y a un pourquoi d'entrée et pourquoi je suis entrée dans cette entreprise, et si ensuite on cherche à faire autre chose, pourquoi j'en suis sortie. Il faut que vous connaissiez ces deux pourquoi. Et c'est ça ce qu'on veut entendre. C'est ça ce qu'on veut entendre. Et si après, la personne, le recruteur veut rentrer dans les détails, il vous pose des questions sur votre métier, ben ça vous saurez y répondre aussi, il n'y a pas de problème. D'accord? Parce que vous connaîtrez les segments et les pourquoi qui sont passés l'un à l'autre. Est-ce que c'est clair cette notion? C'est un peu visuel, mais ça va? Ouais? Ok. Alors, on va faire basculer ce fil rouge là que vous visualisez, où il y a tous les segments qui sont espacés par différents pourquoi. Vous allez imaginer, je vais rester dans le visuel, ça me plaît bien moi, j'espère que ça va aussi. Vous le mettez en position verticale. Et on va plutôt imaginer une espèce d'armoire, de commode, avec des tiroirs. Vous savez, les commodes, là, on range les disques un peu. Imaginez, en toute file, comme ça, on met des tiroirs. Dedans, chacun de ces tiroirs, ce sont autant de segments, qui sont effectivement les segments de votre vie. Donc vous allez avoir un tiroir, votre rôle de manager. Vous allez avoir un tiroir, la gestion de projet, selon ce que vous avez. Vous allez avoir un tiroir qui va être ma première démission. Vous allez, etc., etc., etc. Tout ça, c'est ce que vous aurez identifié d'intéressant sur votre fil rouge. Et dans chaque tiroir, je vous invite à trouver une anecdote. Et c'est là qu'on arrive un peu à la part de storytelling à proprement parler. La part d'anecdote. Pourquoi? Parce que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez choisir de lui raconter une histoire d'une manière ou d'une autre. Je prends mon exemple, vu que c'est le plus simple pour moi. Je vous raconte que je suis formatrice en communication orale, coaching. Très bien. Je pourrais vous le raconter de telle manière. Je pourrais utiliser le tiroir du mal-être en entreprise et vous expliquer que j'ai travaillé en agence de publicité, que j'y ai découvert un certain mal-être dans l'entreprise et que j'ai identifié que ce mal-être venait de la communication entre les gens qui ne savaient pas communiquer, qui ne pouvaient pas communiquer ou des fois qui ne voulaient pas communiquer. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je devienne formatrice en communication orale. Je vous l'avez compris. Je pourrais enlever complètement cette idée de mal-être au travail en me disant non, ça ne les concerne pas, je n'ai pas envie de leur parler de ça. Je vais ouvrir le tiroir de l'improvisation. Et là, dans le tiroir de l'improvisation, j'ai plusieurs anecdotes. Et je pourrais vous tirer par exemple l'anecdote de la première rencontre que j'ai faite avec un improvisateur, qui était une rencontre absolument magique, qui était, ça a été un coup de foudre. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, il faut que j'essaye l'impro. Il faut que je tente dès que je peux. Et j'ai effectivement tenté quelques semaines après et j'ai jamais quitté. Donc, je peux vous sortir ce tiroir-là, cette anecdote aussi. Vous voyez cette notion? On peut vous présenter l'histoire comme on le veut, selon le tiroir que vous souhaitez ouvrir ou pas. Et devant l'interlocuteur que vous allez avoir, la personne qui doit vous recruter, à vous de vous demander quel tiroir vous voulez lui ouvrir. Qu'est-ce que vous voulez lui montrer? Et surtout, qu'est-ce qui l'intéresse lui? C'est-à-dire que mon délire d'impro, c'est génial, j'adore ça. Mais peut-être que mon interlocuteur en face, un client que je rencontrerai, n'en a rien à faire. Et du coup, c'est pour moi que je raconterai cette histoire d'impro, mais pas pour lui. Et là, vous perdez l'intérêt de cet entretien. C'est bien pour l'autre que vous racontez des histoires et non pour vous. Ça doit vous faire plaisir, mais c'est bien pour l'autre. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ouvert ces tiroirs? Alors déjà, ces tiroirs, il faut les identifier. Il faut se dire que si vous avez un pitch, donc on va dire un entretien qui va durer approximativement 45 minutes, admettons, combien de tiroirs indispensables vous devez ouvrir? Alors peut-être que vous allez devoir ouvrir le tiroir indispensable du pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes là en entretien en ce moment. Peut-être que vous allez devoir ouvrir le tiroir indispensable de raconter votre dernier taf. Et peut-être que vous allez devoir ouvrir le tiroir indispensable qui sera votre dernière publication. Enfin, vous identifiez ce tiroir qu'il faut absolument dire pendant l'entretien. Et vous n'imaginez rien d'autre. Pas besoin de commencer à écrire, à vous compliquer la vie en vous demandant ce que vous allez mettre dedans. Ça, c'est la part de l'impro, justement, et c'est la part de l'instinct. Une fois que vous avez identifié ces tiroirs, vous regardez à l'intérieur de chaque si vous avez une anecdote qu'il vous plairait de raconter. Cette anecdote, cette part de personnel, vous l'identifiez et vous vous posez la question vous-même de si elle vous intéresse, cette anecdote.
Posez-vous la question de vous-même de si c'est intéressant et comment vous pourriez tourner l'histoire de sorte que ça le soit. Attention, une fois que vous avez ouvert un tiroir, vous devez le fermer. Il n'y a pas pire que les gens qui disent « Oh mais alors moi j'ai plein de casquettes, je fais un peu de ça, je fais un peu de ça, je fais un peu de ça. » Du coup on a vu plein de choses, mais on n'a surtout rien compris. Si vous ouvrez un tiroir en disant « Moi j'ai une casquette, je fais de la déco d'intérieur », vous l'ouvrez, vous sortez l'anecdote, vous racontez ce que vous y faites, et vous le refermez. Avant de passer à un autre en disant « Mais je ne fais pas que de la déco d'intérieur, hein, c'est un travail à côté. À côté, je fais aussi de l'édition en fait. » Et là, où on en est. Donc, si vous décidez cette fois d'ouvrir le tiroir d'édition, demandez-vous si c'est pertinent. Tiens, on fait de la déco d'intérieur, elle fait de l'édition aussi, mais en fait, elle fait quoi cette personne? Demandez-vous si c'est pertinent. Si ça l'est, vous l'ouvrez, vous prenez l'anecdote à l'intérieur, vous regardez un petit peu, on va en parler après, vous prenez le feedback auprès de vos interlocuteurs, qu'est-ce qu'il en pense de cette histoire, et on refait. Et ça va vous permettre une immense maîtrise de votre histoire. Vous serez incollable sur tout et il n'y aura plus de question de « j'aimerais faire preuve de répartie ». Il n'y aura plus de problème de répartie puisque votre histoire, vous la connaissez. On ne peut quand même pas vous piéger sur votre propre histoire. On ne peut quand même pas vous piéger en vous demandant « qu'est-ce que vous avez fait dans tel ou tel emploi ?» C'est ce que vous y avez fait. Vous êtes vous-même responsable de votre activité. Ok? Donc, ça va, c'est clair cette histoire? Oui? Comment on referme? Alors, comment on referme? Il faut vraiment que donc, quand tu tires cette anecdote et que tu vas raconter, ben moi je me suis mise à travailler à la poste parce que j'avais dans ma famille un pour raconter cette histoire. Et là, il va falloir un moment refermer si tu veux passer à autre chose en fait. C'est conclure lorsque tu veux passer à autre chose. Et ben, sentir toi-même que tu es venu au bout de ton histoire. Parce qu'effectivement, ce qui se passe, tu fais bien de le souligner, c'est qu'on ne finit jamais trop les histoires. On va commencer, et puis on va tourner un peu autour du pot, et ne sachant comment conclure, on va un peu dire 4 fois la même chose. Ça, c'est le risque. Et bien, lorsque vous sentez que vous tournez autour du pot et que vous dites 4 fois la même chose, vous prenez vos responsabilités pour que ça s'arrête, et vous marquez le point d'une voie descendante. On n'a pas le temps ici, je ne peux pas vous faire un cours d'art oratoire, mais le problème vient souvent de la manière dont on parle. C'est-à-dire qu'on va finir la phrase en disant « Et c'était un travail que j'ai beaucoup apprécié. » Si vous dites ça, c'est qu'il faut une suite. Votre voix est en train de monter. En fait, c'est juste que dans votre tête, vous réfléchissez en vous disant « Qu'est-ce que je raconte maintenant ?» Alors que si on dit « Et du coup, c'est un travail que j'ai beaucoup apprécié. » Silence, on regarde l'autre, on prend son feedback, c'est-à-dire on voit comment il interagit avec nous, est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il demande autre chose, est-ce qu'il pose une question. Et s'il n'en pose pas, le tiroir est fermé. Passons à autre chose. Sauf s'il ouvre à nouveau et qu'il dit « D'accord, mais vous pourriez m'en dire un peu plus sur telle mission ?» Et on y va. Il n'y a pas, en fait, cet échange, le fait qu'on ne soit pas dans un interrogatoire, mais bien dans un échange, fait que justement, on attend de l'autre qui nous donne des feedbacks. Vous n'êtes pas là pour vider votre sac et dire « Ça y est, évalue-moi ». Non. Vous répondez aux questions, vous amenez des choses, vous les proposez, et puis, vous avez le droit de prendre le temps de regarder les réactions de l'autre et de jouer avec. Tiens, il lève les sourcils. Est-ce qu'il est suspicieux par rapport à ce que je dis? Est-ce qu'il n'a pas compris? Est-ce que je ne pourrais pas lui demander vous n'avez pas compris quelque chose? Est-ce que je peux? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est cette interaction, vous avez le droit de la faire. C'est pas parce que c'est vous qui êtes interviewé que vous ne pouvez pas être intervieweur de temps en temps. Vous avez le droit de poser des questions. Vous voulez intervenir? Parce que l'entretien, c'est plus directif que ça. Donc là, on sent là, je me dis que en fait, je nous ouvre les équipes. En gros, c'est ça. Oui. Quand c'est l'inverse, ça arrive quelquefois où la personne est plus directive dans ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, Et bien dans ce cas, on lui répond, puisqu'on connaît bien notre parcours. Il n'y a pas de piège en fait. Il n'y a aucun piège. Si la personne est ouverte, eh bien allez-y, racontez les histoires que vous avez identifiées préalablement. Et si il me demandait si l'entretien est directif, comment on fait? Et bien si l'entretien est directif et que la personne veut juste des réponses très efficaces à ces questions, ben, ça tombe bien, vous avez eu cette formation juste avant, du coup vous avez analysé votre parcours à fond, et du coup vous êtes juste incollable sur tout ce qu'on va vous demander. Ça, c'est un travail, et c'est le travail qu'on préfère. C'est ça le travail qu'on préfère, c'est se connaître soi-même. C'est ça la préparation à un entretien. Je ferme un peu pour avancer. Donc, on a cette histoire de fil rouge, de segments, de pourquoi qui ponctuent ces segments.
Vous avez ensuite cette histoire d'option à tiroir, de tiroir qu'on ouvre. Il y a une anecdote à l'intérieur, les tiroirs étant ces segments. Dès qu'on l'ouvre, on le referme. Et là, on a mis un petit peu de perso dans le pro. À, bien sûr, la hauteur de ce que vous avez envie de donner. L'idée, ce n'est pas de se livrer, on n'est pas là pour raconter, apporter son journal intime à l'intervieweur et faire bah, regardez ce qui s'est passé en mars 2015. Pas de problème. Mais en tout cas, vous le savez. Et vous verrez si c'est opportun ou pas de le donner. Mais c'est en tout cas ce qui vous rendra humain. Une question par rapport à l'anecdote aussi, on en a parlé. Des anecdotes, on en a toujours. Mais alors ça, je ne peux pas faire un travail là maintenant. Des anecdotes, il y en a toujours. C'est juste que vous avez l'habitude de dire oh, enfin, ça, c'est une histoire normale. Enfin, je suis allée dans un bar, j'ai vu un mec qui a fait de l'impro, c'est pas une anecdote. Enfin, il ne s'est rien passé. Enfin, tout le monde va dans des bars et des fois voit des spectacles. D'accord. Mais si je choisis de te raconter la rencontre comme je pourrais vous la raconter, on n'a pas le temps, je pourrais effectivement en faire une anecdote et vous expliquer exactement ce qui s'est passé, le moment où j'allais partir et finalement les lumières sont éteintes. Je me suis retournée et qu'avec ce grand personnage qui d'un coup a dit à tout le monde d'une voix énorme « Ne riez pas !» Et tout le monde a rigolé. Effectivement, c'était incroyable. Ça, c'est la manière de transformer l'histoire banale en quelque chose qui ne l'est pas parce qu'au moment où vous l'avez vécu, c'était pas si banal que ça. Et vous avez le droit de dire que c'était pas si banal que ça. Ok? Si souvent on a l'impression de ne pas avoir d'anecdotes, c'est qu'on diminue beaucoup ces expériences. On a l'habitude de se dire, oui, enfin j'ai vécu ça, rien d'incroyable. À vous, à rendre l'histoire incroyable. Mais bon, là on part sur un travail de conteur, et c'est pas le sujet. Je vous ouvrais juste à cette possibilité, vous verrez après si vous voulez travailler. Alors, une fois qu'on a notre fil rouge, une fois qu'on a nos options à tiroir, on arrive à ce que je parlais au début, le call to action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ça y est, normalement, vous avez répondu à toutes les questions, vous avez ouvert les tiroirs que vous vouliez, vous avez raconté les parts d'anecdotes que vous vouliez. Oui? Ah, appel à l'action. Appel à l'action. Excusez-moi pour mon anglais déplorable. Call to action. Appel à l'action. Oh, appel à l'action, c'est bizarre en français. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire prendre l'autre acteur. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez finir cet entretien, vous allez certainement serrer la main de la personne, la remercier, et puis lui dire je vous envoie un petit mail pour vous tenir au courant, ou vous le faites peut-être. Il y aura ce petit échange, et vous savez que chez vous, vous allez rentrer, vous allez attendre 3 jours parce qu'il ne faut pas avoir l'air trop chien, mais vous avez quand même envie d'avoir l'air motivé, et vous allez dire j'ai vraiment beaucoup apprécié notre échange qui a été à la fois enrichissant et source de nanana, et j'espère avoir de vos nouvelles rapidement pour que nous puissions collaborer là. Ok, ça, entre guillemets, c'est un call to action. On demande à l'autre de nous rappeler, d'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux en matière d'échange avec la personne? Est-ce que, une fois qu'on a parlé 1 heure, on ne peut pas faire un tout petit peu mieux que juste dire je vous rappelle, ou vous me rappelez? L'idée, c'est justement, puisqu'on a mis un peu de storytelling et qu'on a parlé un peu de perso, il y a des chances que la personne en face de vous se soit également un peu livrée. Un peu. Vous avez dit que vous étiez champion de tennis quand vous étiez junior, parce que la conversation a déboulé là-dessus, parce qu'on parlait du travail d'équipe et que vous vouliez parler de vos compétences sportives. Et là, il rigole et il dit ah oui, j'aimais bien le tennis moi aussi. Admettons, l'histoire se clôture là. Et là, peut-être que l'échange s'est passé de telle sorte qu'à la fin, vous avez envie de lui dire en tout cas, si on ne se revoit pas directement pour le travail, j'espère que vous aurez l'occasion de venir à telle représentation, à tel match, à telle chose que je donne plus tard. Pour proposer à l'autre de nous voir dans un autre contexte. Je ne dis pas que ça se fera, je dis juste qu'on propose à l'échange de prendre une autre dimension. Peut-être que vous allez lui dire, admettons qu'on postule pour un travail plus créatif, vous allez parler, vous allez montrer votre portfolio, vous allez parler des différents produits que vous avez créés, et vous dites à la personne, bah écoutez, en tout cas moi j'ai déjà une idée de ce que je vais faire pour la communication de votre entreprise, et vous lui proposez de lui envoyer une maquette, une idée, quelque chose qu'il va pouvoir regarder et se dire, ok, ça c'est un premier travail. Sans qu'il vous l'ait demandé. Vous prenez l'initiative, si vous en avez envie, si vous avez le temps, et si ce métier, si ce job c'est vraiment celui que vous voulez, bien entendu, on va en parler après. Et vous permettez à l'autre de pousser la rencontre plus loin qu'un simplement toi t'es l'interviewé, toi t'es l'intervieweur, on se pose des questions, on se répond et on se serre la main. Ok, ça paraît faisable ou possible ce genre de choses?
Je sais que ça peut paraître lointain, c'est un peu comme les anecdotes, on peut se demander, ouais d'accord, mais dans les faits, moi je vais faire quoi comme call to action? Alors je ne serai pas avec vous le jour de l'entretien, c'est dommage, mais en tout cas, c'est à vous à déceler si feeling il y a avec la personne, tiens, de quoi je pourrais lui parler en plus, où elle va se dire, hey, ok, celle-là, ça match. Celle-là, elle a quelque chose d'autre à me proposer que son CV. Même si votre CV, c'est déjà très bien, mais vous avez peut-être quelque chose d'autre. C'est une histoire de confiance en soi aussi. C'est une histoire de confiance en soi, c'est sûr. Si vous invitez l'autre à venir voir votre match de tennis, vous avez intérêt à y croire vous-même, hein. On est d'accord. On est d'accord. Mais ça, encore une fois, je vous disais, on flirte avec le développement personnel. On flirte vraiment avec le développement personnel. Donc on arrive à ce genre de... Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Ça va, donc c'est clair. Maintenant, vous voyez tout, cette histoire de pitch, c'est une petite partie de storytelling, en intro ou pas en intro. Une partie de développement avec ces options à tiroir qu'on tire et qu'on referme. Une partie de call to action pour permettre à l'entretien de prendre une autre dimension. Ça va, c'est clair cette idée? Ok. Alors, il me reste encore deux choses. J'ai pas pris l'heure du tout, mais je pense que ça devrait aller. Il me reste encore deux choses, mais avant, j'aimerais vous proposer quelque chose. J'aimerais que, s'il y en a parmi vous qui aimeraient prendre ce micro et faire un petit pitch de qui ils sont en 2 minutes, attention, il faut des volontaires. Vous allez avoir la possibilité à la fin de le faire. Donc pensez-y, je vais continuer un petit peu, j'ai encore des choses à vous dire, mais en attendant, pensez-y. Peut-être que vous allez vous dire, ah, ouais, effectivement, là j'ai bien envie de me tester, elle a dit qu'il fallait pratiquer, alors je vais pratiquer, je prends mon courage à deux mains et je viens. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas toujours l'occasion d'avoir un feedback d'une personne neutre, moi, qui va vous dire, peut-être, je l'espère, je vais essayer de vous aider là-dedans, ce qu'on pense de cette première présentation. Donc venez tester et venez profiter d'un débrief que je pourrais vous faire, parce que bien sûr je ne peux pas sinon forcément répondre à vos questions si je ne vous ai pas vu en action, en train de parler. Vous y réfléchissez? Ok. Alors, ce que je voulais vous dire, c'était une partie sur le fait d'être soi-même. Je ne vais pas vous faire un bon truc, non mais il faut rester soi-même parce que sinon on se ment à soi-même et on ment à l'autre. Mais c'est un peu vrai quand même. C'est un peu vrai dans le sens où, si vous voulez, à tout prix, réussir cet entretien, je ne dis pas avoir ce job en particulier, mais réussir l'entretien, quitte à mentir quelque peu, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Mais il faut juste que vous soyez aligné avec les conséquences. C'est-à-dire que les conséquences, c'est qu'il y a des chances qu'on vous prenne et qu'on prenne une personne qui n'est en fait pas vous. Puisque vous avez un peu triché, menti, dit des choses, laissé apparaître une personne qui n'est pas vraiment vous. Il y en a qui vont me dire, je suis très timide, il faut absolument que je cache ça, je suis comme ci, il faut absolument que je le cache. Alors, on peut effectivement le cacher, pas de problème, mais assumez les conséquences. Vous allez peut-être ensuite être recruté sur la base du fait que vous n'êtes pas quelqu'un de timide, et en fait vous l'êtes. Donc vous allez reprendre le mal-être en entreprise, le connaître, et l'entreprise a fait un mauvais recrutement, ce qui va lui coûter très cher, et ça va mal se passer pour tout le monde. Donc le bon recrutement, c'est pas seulement pour la boîte, c'est pour vous aussi, en tant qu'individu, à vous, à trouver aussi ce qui vous va. Alors, c'est différent quand il y a besoin d'un taf alimentaire, et je sais que des fois, voilà, c'est important. Le travail ne se fait pas idéalement, sauf que il faut en trouver un au bout d'un moment. Et du coup, on prend, on fait pas le difficile, et on prend quelque chose qui, on le sait, ne nous ira pas forcément, mais ça ira en attendant. Si vous êtes aligné avec le fait que c'est un travail alimentaire, j'ai pas de problème avec ça. Mais encore une fois, c'est à vous sentir bien dans ce rôle et dans ce que vous allez faire. Donc, pour cette part d'entretien, quand je vous dis de rester vous-même, restez vous-même. Et si vous ne plaisez pas en étant vous-même, c'est que vous n'auriez pas plu dans cette entreprise, et donc vous faites bien de ne pas être recruté par cette entreprise. Sur les outils, je pense à ça aussi avec l'alignement, vous avez des outils à votre disposition, qui sont un CV et une lettre de motivation. Le CV, c'est une première barrière ou entrée, selon comment on va le voir, pour vous faire recruter. Et effectivement, votre CV, il doit aussi être aligné avec vous-même. En ce qui me concerne, du temps où je cherchais aussi en entreprise, je faisais des CV qui étaient un peu très ordonnés et très désordonnés à la fois, dans des couleurs orange, avec des images qui n'étaient pas forcément très professionnelles.
Et on m'a dit plusieurs fois, ton CV il est très beau, mais il ne passera pas auprès d'une entreprise. Et j'ai dit, ça tombe bien, s'il ne passe pas, moi non plus. Si on ne veut pas de mon CV, on ne voudra pas de moi. Donc il n'y a pas de problème, je suis très alignée. Alors pareil, il faut que je sois alignée avec les conséquences qui vont faire que je vais avoir moins d'entretiens. Mais à la limite, ça ne me dérange pas. Je préfère qu'il soit plus qualitatif. Donc en général, je m'amusais à faire un mix entre les deux. Mon CV, il me ressemblait bien. Par contre, à l'aide de motivation, on ne va pas se mentir, j'aime bien faire du mimétisme. J'allais sur le site internet de la boîte, de ce que je connaissais d'elle, et je copiais leur manière de parler. J'écrivais la lettre comme si c'était eux-mêmes qui l'avaient écrite. Ça m'était arrivé avec une entreprise qui était effectivement très entreprise ouverte, ils parlaient avec beaucoup de mots comme si tout le monde se tutoyait dans la boîte, etc. Et du coup, j'ai adapté ma lettre de motivation exactement comme si c'était eux qui l'avaient écrite. Et ça, c'est quelque chose qui avait bien fonctionné. Parce que je suis alignée avec ça. À vous ensuite de trouver ce qui vous va bien. L'idée, c'est que comme vous l'avez compris, vous devez bien connaître votre parcours. Le CV, lorsque vous êtes pendant l'entretien et que le recruteur a le CV devant lui, arrêtez de zioter le CV. C'est horrible quand vous allez regarder tout du long pour vérifier que vous dites bien ce qui est écrit là. Vous le savez, ce qui est écrit là, puisque c'est vous, normalement, qui l'avez écrit. Donc, vous oubliez, vous ne le regardez plus, vous devez être aligné avec ce CV, mais une fois que vous l'êtes, c'est plus votre problème. Arrêtez de le regarder parce que justement, on se fiche de ce qui est écrit dedans. Si ça intéresse, il posera des questions. D'accord? Mais dedans, il n'y a pas écrit les pourquoi. Dedans, il n'y a pas le storytelling. Dedans, il n'y a pas les anecdotes. Du coup, il n'y a pas grand-chose dedans que vous pouvez utiliser pendant l'entretien. Alors, laissez-le pour ce qu'il est. Un outil, une carte d'identité qui vous a fait rentrer dans cet entretien. Ok? Alors, je vais passer au dernier point qui va porter sur la préparation. Je vais le faire en 5 parties. Puisque là, je vous raconte plein de choses, c'est bien beau, mais quand vous sortez de là, dans les faits, on fait quoi maintenant quand il y a un entretien? Alors, la première chose, je n'ai pas arrêté de vous la dire, mais je vous la dis une dernière fois pour qu'on soit bien d'accord. Connaissez votre histoire. Personne ne peut la connaître pour vous. Asseyez-vous devant une fenêtre et restez des heures toute la journée du week-end prochain à vous demander ce que vous avez fait dans votre vie et ce que vous aimeriez faire de plus. Ok? Donc connaissez-vous vous-même. Écrivez-le, c'est pour ceux qui aiment l'écrire. Moi par exemple, j'aime pas l'écrire, je préfère l'avoir en tête. Trouvez ce qui vous va bien, mais en tout cas, sachez-le. Deuxième point. Je vous ai dit, être à l'aise avec les outils, CV et lettres de motivation. Ce sont vos outils, ce sont vous qui les avez créés. Ne vous laissez pas piéger par ça. Ah oui, pour la petite histoire, l'organisatrice de ce festival, Solène, fait un atelier qui s'appelle le CV qui tue, qui est juste génialissime. Si vous avez l'occasion, vous renseignerez sur le site Éclore. Troisième chose, lorsque vous voulez écrire votre pitch, je vous invite, si vous pouvez, à l'écrire à l'oreille. C'est-à-dire, vous voulez vous entraîner pour un entretien. Vous avez lu la fiche de poste, vous avez préparé les questions qu'on pourrait vous poser, et là, dans votre tête, en général, vous y réfléchissez et vous commencez à écrire sur un carnet un peu les réponses que vous mettriez. Et bien, je vous invite à oublier cet écrit. Le français ne se transfère pas de l'écrit vers l'oral. Ça ne se transfère pas. Vous savez bien qu'on a un écrit et un oral qui sont différents. Donc, oubliez cette partie-là et écrivez vos textes à l'oreille. Vous allez vous poser la question vous-même en disant, je dis n'importe quoi, pourquoi je suis légitime pour ce poste? Répondez-y à voix haute. Vraiment, je sais qu'on a l'air stupide quand on est tout seul dans sa chambre à parler. Prévenez votre famille et votre colocataire que vous allez parler tout seul pendant 1 heure pour que vous entraînez et faites-le. Parce que si vous écrivez les choses à l'oreille en y répondant directement, vous vous rendrez compte de si ça colle ou de si ça ne colle pas. Si vous commencez à dire je suis légitime pour le poste parce que ça fait 10 ans que je le fais, non, attends, ça ne peut pas marcher. Et là, vous le corrigez directement à l'oreille. Vous vous rendez compte vous-même de si ça sonne comme ça. Ok? L'entraînement à l'oral est un entraînement qui, je pense, est super important, qui, si vous voulez vous entraîner sur votre élocution, mieux parler, je vous invite à lire vos prochains livres à voix haute. On divague un peu, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je pourrais vous conseiller. Si vous avez particulièrement un livre, un poème, un recueil, quelque chose que vous êtes en train de lire, ne le lisez pas dans votre chambre, dans votre tête,
essayez de lire à voix haute pour vous entraîner. Donc, bien connaître son histoire, être à l'aise avec ses outils, écrire à l'oreille. Quatrième chose, je l'ai évoqué aussi, parler à ce recruteur ou ce jury comme si c'était des humains. Parce que souvent, on l'oublie, on leur parle comme s'ils étaient des robots qui prenaient des informations et checkaient des oui ou des non. Vous leur parlez même comme si c'était des amis. C'est-à-dire que si un ami dans un bar, on va dire un ami d'amis, comme ça il ne vous connaît pas trop, il vient dans un bar et il vous dit tu postules à quoi déjà ? Normalement, vous sauriez lui répondre sans commencer à avoir les mains moites, à vous dire alors là, actuellement, je sors d'une reconversion, j'ai fait un bilan de compétences qui m'amène à... Vous n'allez pas lui répondre ça si c'est un ami. Vous allez lui répondre du tac au tac. Actuellement, je fais tel taf et je réfléchis pour faire tel autre. Bon, je suis en train de faire un bilan de compétences, ça se passe bien et du coup, je vais voir où ça mène. Dites-vous que la personne qui est en entretien en face de vous, c'est la même qui pourrait être l'ami d'ami dans un bar. C'est la même. Donc, ne lui parlez pas différemment. Et vous verrez qu'il ne vous parlera pas différemment non plus, parce qu'il va se faire un effet de miroir. Et à ce moment-là, vous créerez une relation qui, quand même, sera d'un niveau un peu plus amical, un peu plus profond que ce qu'on pourrait avoir avec simplement bonjour monsieur, au revoir monsieur, je vous remercie, j'espère avoir fait l'affaire pour cet entretien, tenons-nous au courant. Ok ? On essaie de casser un petit peu ces codes, si on le peut. Et dernier point. Dernier point, c'est ok, j'ai compris la théorie, j'ai compris comment je vais écrire mon texte, j'ai compris comment je vais parler à la personne. C'est très bien tout ça. Sauf que moi, je fais une crise de panique avant de monter dans la salle. Donc je fais quoi? Alors, je ne vais pas pouvoir m'étendre complètement sur cette partie-là, mais là, on rentre dans une partie où on pourrait y mettre la méditation, où on pourrait y mettre de la relaxation, où on pourrait y mettre de la sophrologie, de la visualisation. Que sais-je qui pourrait vous aider à vous détendre? Ça, c'est à vous à trouver la solution qui vous va bien. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que malheureusement je ne peux pas, mais je suis dispo pour en parler après. Ce qu'il y a à retenir, et j'aimerais boucler avec le début, avec cette dernière notion. C'était la notion que j'annonçais au tout début, le plaisir. Le plaisir. C'est ce que je veux vous retenir. Je vous ai dit que ça devrait être le moment le plus merveilleux de votre journée ça devrait être le moment le plus merveilleux de votre journée d'avoir quelqu'un qui vous écoute et à qui vous pouvez raconter votre vie. Super. Et en plus, qu'est-ce que ça vous fait? Si vous regardez bien votre corps, vous allez avoir votre cœur qui palpite, vous allez avoir vos mains moites, vous sentez que vous avez le visage qui est tout chaud, vous commencez à avoir des plaques rouges sur le cou, sur les oreilles, vous avez mal au ventre, vous avez des crampes d'estomac juste avant d'y aller, certains en ont juste après. L'horreur. Et si on voyait les choses autrement? Et si on se posait la question, dans votre journée, combien de fois vous avez senti votre cœur battre? Alors, si vous êtes un jeune amoureux, ça va en général. Mais dans le reste de votre journée, combien de fois vous sentez votre corps se mettre dans un tel état, avec ce cœur qui bat contre la poitrine, avec les mains moites, avec les maux de ventre? Pas souvent. En général, pas souvent. Et donc, je vous invite à savourer les moments où ça se présente. Je vous invite, lorsque vous avez cet entretien qui va vous stresser, à vous regarder, vous êtes peut-être dans la voiture avant de monter dans l'entreprise, vous sentez que vous avez les mains qui tremblent, vous vous demandez ce que vous allez dire. Je vous invite à savourer ce moment. Ça ne vous arrive pas si souvent dans votre journée, ça ne vous arrive pas si souvent dans la vie de manière générale. Alors, prenez-le comme un cadeau et observez-vous. Dites-vous, waouh, je me mets dans un tel état parce que je vais parler à quelqu'un. Je me mets dans un tel état de tremblement parce que je vais raconter mon CV à quelqu'un. Prenez l'information et savourez-la. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis montée ici. Je vous ai vu si nombreux. J'ai commencé à avoir les mains qui tremblaient. Je me suis demandé si ça se voyait parce que j'avais le micro posé, donc ça se verrait peut-être pas. J'ai commencé à avoir chaud. Je me suis dit qu'avec mes cheveux, ça se verrait pas trop. Et c'est vrai. Et j'y ai pensé. Et j'ai rigolé moi-même de me dire t'as tellement l'habitude de faire des conférences et t'as encore peur comme ça. Mais c'est trop bien. Mais heureusement que j'ai peur comme ça. Mais sinon, ça veut dire que j'aurais aucun intérêt à venir et que ouais, je vous ferai ma conférence et je vous défilerai mon cours sans aucun intérêt. Si je tremble comme ça, c'est parce que ça me fait quelque chose. Et l'idée, c'est simplement de retourner sur quelque chose en se disant ok, j'ai les mains qui tremblent, comme tout le monde, mais c'est trop bien. C'est vraiment chouette de ressentir tout ça juste parce que je parle.
Est-ce que ça vous paraît possible, ça, de transformer l'expérience? Un peu plus difficile, ouais? Un peu? Du coup, si c'est possible, qui c'est qui a envie de venir sur scène pour essayer? Oh, merci! On applaudit! Alors, tu as 2 minutes pour nous parler de toi. Bien. Parle-nous de toi et puis on va voir ce qu'on ressent. Voilà, on est juste à l'écoute et on va voir si on ressent quelque chose et si on a envie de matcher avec cette personne pour la rencontrer plus tard. Ok? C'est vrai que vous êtes très nombreux, donc bonjour d'abord. Je m'appelle Anne et je suis en fait, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le milieu du capital investissement. Je gérais une structure, j'étais secrétaire générale, je m'occupais de toute la gestion administrative, de la comptabilité, du juridique. J'accompagnais en fait le chef d'entreprise dans ces tâches-là. Il se reposait sur moi. Et puis, il y a 10 ans, j'ai fait ma crise de la quarantaine. Et en fait, j'ai fait une formation, moi aussi j'ai les mains qui tremblent, une formation de comédie musicale. Parce que c'était ma passion, les arts sont ma passion. Et donc, j'ai fait cette formation, tout en continuant de travailler dans la structure, parce que j'étais à temps partiel. Et comme ça, j'ai vécu, j'ai pu en fait vivre ma passion et voir de l'intérieur comment ça se passait. Donc c'était du chant, de la danse, du théâtre, à raison de, je sais pas, 25 heures, 25-30 heures par semaine. Et aujourd'hui, en fait, mon job s'est terminé parce que mon boss a pris sa retraite. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est combiner ces deux choses. Je sais gérer, super. Mais ce que je sais faire aussi, c'est mettre des gens en relation. C'est-à-dire que j'accompagne des structures artistiques, j'accompagne des artistes pour leur promotion, pour leur communication. Je les mets en relation avec des théâtres, je les mets en relation avec des projets associatifs. Et aujourd'hui, je veux combiner ces deux choses-là dans une fondation, par exemple, dans un fonds de dotation, dans le mécénat, trouver, sélectionner des projets, les suivre et puis gérer la structure. Voilà. Ouais, 2 minutes, mais en fait, moi je regarde pas. Bon, bah tant mieux. Je pense qu'on était à peu près là-dedans. C'est pas nécessaire de regarder. En fait, c'est nécessaire de regarder quand on s'ennuie. Globalement, quand on... Alors, je dis pas ça pour que le deuxième il fasse 15 minutes. Hein. Mais, globalement, après, c'est plus nécessaire. Alors, effectivement, qu'est-ce qui nous tient? C'est quoi qui nous tient et qu'on remarque tout de suite dans sa manière de parler? Dynamique. Elle raconte une histoire, effectivement. Elle a raconté une histoire. Est-ce que cette histoire était claire pour tout le monde? Ouais, effectivement. On a compris, il y a une première étape, une crise de la quarantaine qui t'amène à faire d'autres choses, qui du coup fait qu'avec le contexte de ton patron qui est parti, fait que maintenant tu as champ libre pour mêler l'un et l'autre, et on arrive à la fin de l'équation. Ça va, c'est plutôt clair. Ok? Donc, à un moment, je me suis peut-être un tout petit peu perdue parce que le tiroir donc, de ton travail était encore entrouvert quand tu as commencé à parler du coup de la crise de la quarantaine et de tes activités, et du coup je ne savais pas si je devais le fermer ou pas. Alors c'est pas trop grave, le cerveau humain est ainsi fait qu'on va s'en sortir, et que du coup on retient que le tiroir là est ouvert et qu'elle va sans doute nous dire après si elle y est ou pas. Et effectivement, comme tu as répondu à la question, fermer le tiroir, le patron est parti, et maintenant je me demande si je peux en ouvrir un autre. Et là c'est clair. Si on l'avait laissé trop longtemps ouvert ce tiroir, je vais oublier peut-être qu'elle avait à un moment dit, et du coup je ne sais plus du tout si elle était encore salariée ou pas de cette structure. Mais finalement, ça m'a pas dérangé du tout. Ok, donc c'était clair, c'était dynamique. D'autres choses? Une critique avec bienveillance. Le call to action n'était peut-être pas matérialisé. Ah mais je peux en faire un call to action. Alors, un call to action. Chers amis, je vous invite le 9 octobre ou le 13 novembre à aller voir 26. 26, c'est une pièce chorégraphique qui a été créée il y a 1 an par la compagnie Djougourpa. Et donc cette pièce va jouer à 18 h le 9 octobre et le 13 novembre au théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine. C'est un de mes petits poulains. Effectivement, c'est parfait. Et alors, je ne le donnais pas parce que c'est très dur de trouver un call to action quand on monte directement sur scène, et pourtant tu le tenais. Effectivement, vous voyez, là on a bouclé la boucle, normalement elle a à peu près tout dit, et si on est intéressé, si ça nous a touché, on va y aller ou pas. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, et donc vous voyez, effectivement, on parlait du tremblement, on s'en fiche du tremblement, on s'en fiche. Bon, je l'ai vu parce que j'étais à côté, et alors?
Tout le monde tremble, globalement tout le monde. Donc on s'en fiche. N'utilisez pas ça comme prétexte pour vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Parce que tout le monde tremble, moi compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon, la barre est mise un peu haut. Est-ce que quelqu'un a envie d'essayer? Faites-vous plaisir. Merci. Bravo. Bonjour, moi je suis un retardataire, alors on va voir si j'ai bien pris les cours accélérés. Je suis un ancien clerc de notaire. Oui, c'est là qu'il faut mettre le micro. Oui, exactement. Alors, je suis un ancien clerc de notaire, 2 années dans le derrière, l'école d'abord. 9 ans, hyper spécialisé en immobilier. Et puis j'ai quitté le notariat parce que j'étais trop bon, intrapreneur, j'avais trop de dossiers, j'ai pété en plein vol, et donc j'ai un peu divorcé. Voilà, depuis j'ai fait mon coming out, je faisais 95 kilos, comme ça. J'adore la nature, donc mon job c'est de planter des arbres, et sauf que ça, personne ne veut donner d'arbres. Donc j'ai préféré garder le bon grain et puis jeter livrer. Donc je suis aujourd'hui patron d'un réseau d'agences immobilières qui demande des fonds. Ah, j'ai besoin de lever des fonds, alors tu pars pas sans avoir ma carte. J'y suis plus, là. Ouais, mais c'est pas grave, tu t'en souviens. Tu t'en souviens. Moi aussi, je me souviens comment on vend et comment on achète une maison, comment on monte un dossier. Et j'ai justement créé une méthode qui s'appelle la méthode Guépard. Et aujourd'hui, je la vends aux notaires parce qu'ils ont un peu pistolet sur la tempe. Et ils sont obligés maintenant de changer. Voilà. Ils ne l'ont pas voulu il y a 10 ans. Quand je l'ai créé, maintenant ils la veulent. Donc ça, c'est mon premier job. Mon deuxième job, c'est de gérer mes poulains à moi. Donc dans un réseau d'agences immobilières très bienveillantes. La personne qui est sur le terrain gagne 7 fois plus que moi. Voilà, juste pour dire, on prend des choses et on fait complètement à l'envers. Et la dernière chose, c'est que je suis formateur pour mon propre réseau et je m'assure qu'effectivement, ils ont un niveau de connaissance, notamment juridique, suffisamment important pour bien conseiller les choses. Alors, j'ai oublié le call to action. Alors, j'ai besoin de gens qui ont de l'argent, qui veulent investir chez moi. Ça, c'est le premier truc. Il y en a ici. Bon. Je cherche mes capitaines sur Paris, la région parisienne. J'ai besoin de gens dont la première qualité soit la probité. Voilà, point. Pas d'expérience dans l'immobilier, surtout, c'est plus facile de ne jamais fumer que de désapprendre à fumer. Il faut s'arrêter. Et la dernière chose, c'est ta carte pour pouvoir lever des fonds. Pas mal d'enthousiasme aussi, on peut pas dire. Alors, t'as ouvert un tiroir, moi j'aime planter des arbres. Ouais. Et tu veux du quoi ce tiroir? Je fais tout ça pour planter des arbres. Puisque personne ne veut donner d'argent pour planter des arbres, donc ce que je fais, c'est pour planter des arbres. Derrière, ça ne sert qu'à ça. Donc en gros, tu finances ton Ouais. projet. Ouais. D'accord. Vous aviez compris ça tous ou c'était... Non. Mais d'habitude, c'est secret, je dis pas. Là, tu pouvais. Justement, c'est ce que je disais un petit peu au début. Il faut s'adapter à son interlocuteur parce que vous ne parlez pas pour vous raconter des blagues à vous-même, même si on aime bien faire ça. Vous ne les racontez qu'à ceux qui les entendent. Votre discours n'a d'intérêt que parce qu'il est reçu par les oreilles de quelqu'un. Sinon, il n'a aucun intérêt. Ou sinon, vous parlez tout seul. Pas de problème. C'est une autre activité. Et du coup, là, comme ça va, on est des gens qui viennent sur un festival qui s'appelle Éclore, qui est plutôt ouvert. On envoie des montgolfières, notre logo c'est un papillon. Du coup, il y a des chances que planter des arbres, on aime bien. Alors, on peut l'utiliser. Vu le public qu'on est, il pouvait tout à fait, tu as parlé d'argent, du coup, dire, cet argent me sert directement à faire ce que j'aime vraiment faire, planter des arbres. Et alors là, tu peux aller un peu plus loin, puisque du coup, ça attise notre curiosité, planter des arbres. Où, pour qui, pourquoi, comment. Là, il y avait du pourquoi à mettre. Il y avait du pourquoi. Pourquoi tu es resté dans le notariat? Tu viens de m'y répondre parce que ça finance ceci. Pourquoi tu ne vas pas finalement dans les arbres? Du coup, ça y répond aussi parce que personne ne donne d'argent pour. Mais alors, pourquoi tu fais tout ça? Pour trouver du sens à ta vie, sans doute. Mais du coup, là, il nous reste un petit peu de liant à avoir, et t'enrobes tout ça, et c'est magique. Vous voyez un petit peu tout ça? Ça recoupe un petit peu tout ce qu'on a raconté? Vous voyez aussi l'intérêt de mettre du particulier et du perso? C'est pas parce que vous mettez du perso que vous perdez votre professionnalisme. Vous pouvez tout à fait raconter une anecdote, une histoire, qui va intéresser l'autre, et ça ne vous empêche pas d'être extrêmement professionnel.
voulais simplement lui dire que on avait comme l'impression que le fait de planter des arbres, c'était un autre tiroir qui ouvrait, qui Oui, c'est ce que je disais au début, c'était vraiment son why. C'est ça, c'était le tiroir principal, planter des arbres, et on l'a eu un peu en secondaire. On s'est demandé en tout cas si c'était un secondaire ou un principal, c'est ce qu'évoquait madame. Parce que je suis en camouflage permanent. Hein. Camouflage. C'est inentendable de dire au monde mon job c'est de planter des arbres. C'est Non, inentendable. ça l'est de moins en moins. Peut-être, mais. On va en parler après. Oui. Est-ce qu'il nous reste du temps pour une troisième personne? Ça vous va? Un dernier? Oui, vous avez encore un peu d'écoute? Oui. C'est pas forcément une façon de le conclure, c'est plus une façon de le poursuivre, au contraire. En fait, conclure, c'est finir vraiment ce que vous avez à dire. C'est pour ça qu'on a applaudi quand il a commencé à finir. C'est qu'il a fini sa phrase, il a une voix descendante, il a dit voilà. Donc ce voilà veut dire c'est fini. Alors nous, bêtement, on applaudit. Et là, non, attendez, il y a encore quelque chose. Donc faites attention, c'est plus ça en fait. La conclusion, elle doit vraiment être bien menée. Quand vous arrivez à la fin de votre conclusion, vous finissez votre phrase comme ça. Et c'est pour ça que je vous demande de lire à voix haute. C'est que j'aimerais que vous arriviez à l'entendre, à l'oreille, à le voir. On finit une phrase comme ça. Et ça évite de dire voilà. Parce qu'on dit voilà, parce qu'on ne sait plus comment conclure, parce qu'on a fini notre phrase comme ça. Voilà, voilà. Il n'y aura plus de voilà dès que vous aurez appris à faire les voix descendantes, je vous le promets. Sûr de sûr. Il n'y aura plus jamais de voilà. Merci. Merci. Vous m'entendez bien? Il faut poser sur menton. Ah, ok, vous m'entendez mieux. Donc, je m'appelle Lisa Jarot, donc je penserais voulu si j'avais pas saisi cette occasion. Donc, autant vous dire que j'ai les mains moites, que j'ai le cœur qui tremble. Enfin voilà, je suis. Donc, après mes études d'ingénieur, en fait, j'ai intégré. J'ai 36 ans déjà pour commencer. Après mes études d'ingénieur, j'ai intégré une grande société américaine où j'ai fait différentes choses qui m'avaient beaucoup intéressé. Là. Comme Sur mon. sur la... Là. Ouais. Ok. Parfait. Comme ça, c'est plus facile. Bon, bah, j'arrête de reprendre. Bon, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Donc voilà, donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans une grande société où je me suis pas mal retrouvée parce que c'était une société dans laquelle il n'y avait pas la routine. Il y avait une facilité de rencontres et de discussions. Donc j'ai travaillé en tant que technicienne en informatique et après j'ai évolué vers la gestion de projet. Donc je m'étais dit que si j'arrivais à gérer autant de projets pour la société, je pouvais aussi gérer mon propre projet. Donc à la naissance de mon deuxième petit garçon, j'ai réfléchi longtemps, passionnée en parallèle par tout ce qui était économie collaborative et tout ce qui était Blablacar et la solidarité entre particuliers. Je me suis dit pourquoi pas ne pas se lancer dans cette idée-là et développer mon propre projet. Sachant que je vivais moi-même en fait un besoin d'envoyer, d'échanger avec ma famille qui n'était pas avec moi. Donc je trouvais quelqu'un avec qui je pouvais envoyer des objets et rapatrier des choses. Donc là-dessus, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, je l'ai développé et j'ai décidé de quitter ma société pour développer ma propre start-up. Donc aujourd'hui, ma start-up elle est créée. Donc j'ai la chance, là c'est une chance de pouvoir discuter devant vous, parce que justement je dois pitcher bientôt et je dois préparer tout ça. Donc là le call to action, ça serait que, je vous invite à aller voir mon site. Je pourrais vous le laisser si vous en avez besoin, je ne sais pas si je vais vous dire ou pas. Voilà. C'est la société Coposting, donc n'hésitez pas à y aller. C'est une plateforme qui a été développée pour mettre en relation des particuliers entre eux, pour les personnes qui voyagent avec les personnes qui veulent envoyer des choses, et ce pour n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quel monde. Voilà, ça peut être même pour votre trajet quotidien régulier, vous pouvez transformer ce trajet régulier pour rentabiliser vos frais de transport. Voilà. Je vous remercie. Tu peux écrire le nom de... Oui, alors, Coposting, C-O-P-O-S-T-I-N-G, comme la poste, et le site c'est .com, comme lui-même.
Voilà, je vous remercie. Non. Ça, c'est la première impression que tout le monde donne. J'ai pas été bon. Surtout pas. Ça, c'est vous qui avez cette image. Il y a deux choses, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a une image de soi et une image renvoyée. Et très souvent, ce ne sont pas les mêmes. L'image que vous avez de vous-même n'est souvent pas en accord avec l'image que les gens ont de vous-même. Donc pour ça, si vous voulez vous mettre en accord, il faut poser des questions aux personnes pour leur demander comment j'ai été. Il faut oser demander ces feedbacks. Si vous ne les demandez pas, vous ne les recevrez pas. Osez le demander. Très bien, moi je trouve que tu as donné envie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a monté un peu en puissance. Au début, on ne savait pas trop où on allait se placer, parce qu'elle a fait du coup, c'est bien, tu me montres les exemples, elle a commencé par faire quelque chose de chronologique. Chronologique, je voulais raconter, ça ne nous intéresse pas, parce que du coup, on n'a pas à se mettre à ta place en disant, bah, elle a d'abord fait ça, et puis ensuite fait ça. Cette chronologie ne te concerne que toi. Puisque nous, ce qui nous intéresse, vous l'avez bien vu, c'est les pourquoi, les comment. C'est vraiment ses réponses à ces questions. Et finalement, c'est quand elle nous a dit, eh ben, vu que je voyage et que j'ai besoin de créer du lien avec ma famille, je me suis dit qu'on pourrait faire une start-up où on propose aux autres gens qui voyagent d'échanger du bien avec leur famille pour créer du contact. Et ça y est, tout est dit. Donc tout ce que tu as dit, on pouvait le résumer dans cette partie, même si bien sûr, on peut choisir d'expliquer un peu pourquoi et de raconter pourquoi, par exemple, tu n'es plus en lien avec ta famille ou pourquoi on peut rajouter ça. Ok? Vous voyez vraiment cette idée à quel point la chronologie n'a aucun intérêt pour celui qui écoute. C'est pas nous qui avons passé ces étapes. Sauf si, du coup, je suis par exemple un investisseur et que je veux savoir en tant que start-up par quelles étapes elle est passée. Et là, on est un autre type de public. Mais là, le public que nous sommes, nous, était plus intéressé par du pourquoi, par du projet et par savoir s'il peut s'investir et si ça peut l'intéresser directement. C'est clair un peu plus tout ça maintenant? Bien compris? Moi j'ai une petite question sur la chronologie. C'est Oui. vrai que c'est très difficile d'en sortir. Est-ce que parfois c'est pas quand même la chronologie d'un parcours qui donne son sens? C'est-à-dire j'ai commencé par ça et puis les étapes comme des marches qu'on monte. La question est, est-ce que la chronologie ne donne quand même pas du sens au parcours? Ma réponse est non. Définitivement, parce que du sens, c'est pas ça le sens de votre parcours. Le sens de mon parcours, c'est pas que j'ai fait un bac S, que j'ai fait une année en biologie, que je suis partie en Irlande, que je suis allée en publicité, que je suis allée en école de... On s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est la fin. Le sens, c'est quoi? Le sens, c'est que je voulais faire de la com tout au fond de moi. Et plutôt de la communication orale. Comment j'y suis venue? D'abord des choses qui n'ont pas trop de sens, justement, parce que le sens, je l'ai trouvé juste au moment de trouver mon emploi. Chacun aura sa manière de trouver son sens. Et peut-être que le sens de ton parcours s'explique par effectivement tous les segments et tu as besoin de les reprendre. Mais c'est rare. C'est vraiment rare que ce soit ça qui te fait. C'est pour toi que c'est clair. Mais pour ton interlocuteur, savoir que tu as fait telle entreprise, savoir que vous êtes passé par telle chose, et si ça ne l'intéresse pas directement, ça ne l'intéresse pas. C'est pas son problème, c'est le vôtre. Ok? Donc, non, la réponse est non. Le sens, c'est à vous à le donner, là où vous l'avez trouvé, et c'est certainement pas les segments qui se suivent qui le donnent. Mais parfois peut-être. Parfois peut-être. Dernière question, oui, de toi, fin? Non, c'est pas une question, c'est un remerciement. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est pas toi, c'est juste que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que moi, j'avais un gros trou justement, qui n'est pas du tout, qui est une cassure. Et en fait, je me posais encore beaucoup la question de savoir... Est-ce qu'on le justifie, est-ce qu'on en parle, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait du trou dans le parcours? Et ça, en fait, le fait de donner un sens, en fait, non pas la chronologie, mais en fait à la progression, ça me permet d'avoir un discours qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus facile. Effectivement, ce trou n'a pas besoin d'être justifié ou donné. Enfin, donnez-le si on vous pose la question. Mais que je vous raconte que j'ai fait de la biologie avant l'école, mais ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde même pas, ça n'a pas de sens. Ça vous ferait ouvrir un tiroir qui n'aurait aucun lien avec le reste. Alors, pourquoi l'ouvrir? Maintenant, si vous voulez vraiment me demander ce que j'ai fait après le bac, je vous raconterai que j'ai fait de la biologie, on pourra en parler. Mais ça n'a pas d'intérêt d'être dit, et ça n'enlève pas, ça ne vous fait pas mentir que de ne pas le dire. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas tout raconter. Donc ce que vous choisissez de raconter, c'est le plus intéressant, c'est le sens, c'est ce qui va plaire à l'autre, c'est ce qu'il a envie d'entendre, parce qu'on va travailler ensemble, et c'est tout. Et si ensuite on vous pose des questions, vous pouvez répondre parce que vous connaissez super bien votre parcours maintenant, et ça s'arrête là. Oui. Oui. Là, on parle de l'entretien, justement, est-ce qu'on peut adapter la même chose sur le CV? Parce qu'on demande souvent d'être là dans une démarche
chronologique, moi, ne m'apparaît pas forcément assez pertinente, justement parce qu'on peut aussi avoir... Tout à fait. On dit qu'on peut adopter la même logique pour faire le CV. Hein. Bien sûr, il n'a pas besoin d'être chronologique, vous faites comme il parlait. Et puis mettre en avant aussi par rapport à, Oui. à l'emploi. Allez, tout à fait. Plus en cohérence. Tout à fait. Moi, je sais que mon truc n'est pas du tout chronologique. Moi, je l'ai fait par, justement, mon CV, il y a les différentes formations que j'ai fait, les différents groupes avec lesquels... Enfin, je l'ai mis en secteur. À vous de voir. C'est pas la dernière expérience. Et non. Et la plus Moi, ma intéressante. dernière expérience, elle est tout en haut à droite. Et ici à gauche, il y a du perso. Et là, il y a du pro. Mais vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Alors, déjà, je vous remercie tous pour votre attention et votre participation. C'est un très bon moment avec vous. Donc, je vous remercie pour ça.